Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue et merci de votre fidélité pour votre plateau Réflexion politique. Votre plateau, comme vous le savez très bien, nous permet de poser la réflexion, de pousser la réflexion et d'avoir des réponses le plus que possible. Suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest de 2014 en 2016, qui a mis en évidence les faiblesses des systèmes nationaux de surveillance des maladies, il a été mis en place le projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies RIS. Téléspectateurs de Mandé TV, vous allez en apprendre davantage, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que ce projet RIS et surtout savoir les objectifs et les missions et comment elle a été mise en œuvre au Mali. D'où notre thème du jour, REDIS 3, acquis, difficultés et attentes au Mali. Nous avons des invités pour en débattre, pour discuter. Et notre première invitée est Dr Aïchatou Cheyi Maïga. Elle est chef de division assurance qualité et économie du médicament à la direction de la pharmacie et du médicament du Mali. Bonjour Madame Maïga, ça va? Bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci à vous. Merci bien. Notre deuxième invité est Monsieur Emmanuel Sango. Il est chargé à la communication du projet REDIS. Bonjour Monsieur Sango. Bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau. Monsieur Sango. Sango, c'est bien ça. Bienvenue. Merci Madame Maïga. Et je suis content d'être là aujourd'hui afin de parler du projet REDIS 3. Merci. Exactement, ouais. Exactement. Le projet REDIS 3, comme je l'ai dit, a été mis en place dans pas mal de pays, notamment le Mali, pour pouvoir renforcer le système national de surveillance des maladies. On va aller tout de suite avec la première question. Monsieur Sango, donnez-nous une définition, une description du projet REDIS. Qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs, notamment? Merci Fadima. Merci Fadima. Je suis, comme on le dit, très heureux d'être là afin de parler du projet REDIS. Le projet REDIS est un projet sous-régional financé par la Banque mondiale et il couvre l'ensemble des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, il y a eu 4 phases de REDIS. Il y a eu la première phase, la phase 2, la phase 3 et la phase 4. Alors, la phase 1 a concerné 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée, le Sénégal et la Sierra Leone. Alors, la phase 2 a couvert certains pays, dont le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Togo. Ensuite, la phase 3, qui concerne le Mali, a couvert le Bénin, ou du moins couvre le Bénin, le Niger et la Mauritanie. D'accord. Voilà. D'accord. En gros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est réellement? On a compris les différentes phases et même là, on n'a pas tout compris. Parce que le Mali se retrouve à la phase 3. Et bien avant ça, il y avait d'autres pays qui avaient déjà démarré, si je comprends bien. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Alors, c'est un projet qui est venu des suites de l'Ebola, de la maladie à virus Ebola. Alors, cette maladie a mis à nu les insuffisances des systèmes de surveillance en Afrique de l'Ouest. Alors, la Banque mondiale, en collaboration avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, ont mis en place un projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies. Et c'est comme ça que le projet REDIS 3 est né en Afrique de l'Ouest. D'accord. Vous venez de dire la Banque mondiale. Alors, est-ce que c'est les pays qui vont vers la Banque mondiale pour pouvoir être appuyés ou bien être pris en compte dans le projet? Parce que vu qu'il y a l'évolution des premières et deuxième et maintenant troisième phase pour le Mali, sinon il y en a même une quatrième, comment ça se met en place tout ça? Oui, généralement les pays postulent. Les pays postulent à la Banque mondiale. Il y a une étude qui est d'abord faite au préalable, et cette étude qui met à nu les systèmes de surveillance. Et lorsque le pays postule, il y a une étude qui est faite, et quand on voit l'éligibilité du pays au programme REDIS, et c'est en cela qu'une convention est signée entre le Mali et la Banque mondiale. D'accord. Et quels sont ces objectifs, bon, on s'en doute bien, renforcer le système qui est déjà en place
pour la surveillance des maladies, mais Redis, est-ce qu'elle a une particularité en termes d'objectifs et de missions? Si. La mission de Redis vise à renforcer les capacités intersectorielles dans différents secteurs, national et régional, pour une surveillance collaborative de la maladie. Et également, elle prépare une réponse aux épidémies en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il y a la préparation et à la réponse des maladies en Afrique de l'Ouest. Et aussi également, elle jugule les faiblesses des systèmes sanitaires humains et animaux, environnemental et agriculture, si je peux le dire ainsi. Et ensuite, elle organise la surveillance et la réponse efficace des maladies en cas d'urgence, apporter une réponse immédiate à cette urgence-là. D'accord. Ok, merci. Merci pour cet éclaircissement, Monsieur Sango. Je me retourne vers Docteur Maïga. Je répète ici qu'il est chef de division assurance qualité et économie du médicament à la direction de la pharmacie et du médicament du Mali. Juste pour que nos téléspectateurs arrivent à comprendre. Il s'agit de quoi, votre fonction? Merci beaucoup, Fadima. Je profite de l'occasion quand même pour remercier Mani TV de nous avoir donné l'opportunité de parler de mon service avant d'arriver à ma fonction. Donc, pour les téléspectateurs qui nous suivent, la direction de la pharmacie et du médicament est une structure centrale du ministère de la Santé et du Développement social. Donc, si vous voulez, elle est chargée de tout ce qui concerne la politique pharmaceutique nationale. Donc, l'objectif de cette politique, c'est de rendre disponibles les médicaments et les produits de santé sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Voilà, on en a appris un petit peu plus. Il ne faut pas mourir bête, comme on le dit. Par rapport au projet, vous êtes bénéficiaire du projet. Et comment se passe tout cela? Comment vous bénéficiez? Qu'est-ce qui est fait à votre niveau déjà? Merci. Pour ce qui concerne le projet REDIS 3, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes la structure chargée de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale. Et l'objectif principal de cette politique, c'est que les produits de santé soient disponibles partout où on est au Mali. D'accord. Et le projet nous appuie par rapport au renforcement de la chaîne d'approvisionnement en premier. Et là, ça se fait comment? Ça se fait à partir de l'expression de nos besoins. C'est-à-dire, on fait une évaluation préalable qui nous permet d'exprimer les besoins du pays en matière de médicaments, de dispositifs médicaux, de consommables pour la prise en charge des pathologies. Donc, c'est dans ce cadre que le projet REDIS nous appuie. Ça, c'est un premier volet. Il y a le second volet également par rapport au renforcement des capacités et des ressources humaines. Et là également, nous bénéficions de l'appui du projet REDIS. Et aussi, au niveau de la coordination aussi, on est appuyé par ce projet. Donc, c'est un projet vraiment qui est venu au temps opportun, comme il a eu à le dire Emmanuel. Ça a coïncidé avec l'avènement de Covid-19 qui a vraiment mis en branle notre système de santé. Et l'arrivée de ce projet nous a permis vraiment de faire face à cette pandémie. Et ça continue, l'appui continue encore. D'accord. Merci, Marie. Et vous pouvez nous donner quelques précisions comment, par rapport à la pandémie de la Covid-19, ce projet vous a vraiment renforcé concrètement? Merci. Concrètement, je parlais tantôt de la mise à disposition des médicaments et des produits de santé. Qui parle bien pour les vaccins ou les tests, disons. Il y a les tests. Il y a d'abord pour la préparation. Il y a le volet préparation, il y a la riposte. Pour la préparation, on a été appuyé pour la disponibilité des produits en matière de préparation. Par exemple, pour la lutte contre les mesures barrières, on a eu de la part du projet REDIS des dispositifs médicaux tels que les gants, ça c'est un exemple, les masques chirurgicaux
et aussi les dispositifs de lavage de mains, comme je l'ai dit, les mesures barrières. D'accord. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La liste est longue, s'il faut... C'est l'occasion. Voilà. Je pense que c'est quand même l'occasion de nous en dire plus. Voilà. Donc, je vais aller par catégorie. Si on prend les dispositifs médicaux, on a eu des respirateurs. Comme vous le savez bien, la maladie à COVID-19, à une certaine étape, peut engendrer des complications. Et là, le besoin est là en matière d'oxygène. Donc, on a été doté en respirateurs. Et ça a couvert l'ensemble du pays. Toutes les régions du Mali ont bénéficié. Depuis l'acquisition, l'installation, la formation et le suivi de ces appareils. Donc, ça, c'est un exemple. Et pour ce qui concerne les médicaments, proprement dit, en fonction du schéma thérapeutique qui avait été validé, on a été appuyé par rapport aux médicaments. Donc, les médicaments ont été disponibilisés au niveau de l'ensemble des structures de prise en charge sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà. D'accord. Et vous avez aussi souligné les renforcements de capacité. Oui. Même après le pic de la pandémie, vous êtes toujours dans le même cycle de renforcement de capacité. Exactement, ça continue. Le point positif également, comme je l'ai dit, c'est que les produits jusque-là qui ont été mis à la disposition du ministère de la Santé et de la population du Mali sont des produits de qualité. Ça, c'est un aspect très important. Ça veut dire vraiment qu'on est rassuré par rapport aux produits qui nous sont fournis et de la part du projet RDC 3. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour cette précision-là. Je vais vers vous, monsieur Sango. Oui. Voilà. Vous avez fait... Est-ce qu'on peut avoir une idée de la méthode de travail? Comment vous avez fait pour aller avec votre partenaire pour la mise en place du projet sur l'étendue du territoire national? Oui, merci pour la question, Fadima. Il faut rappeler que le projet s'articule autour de 5 composantes. Alors, la première composante, c'est la surveillance et l'information sanitaire. La seconde composante, c'est le renforcement des capacités des laboratoires. La troisième composante, c'est la préparation aux réponses et aux urgences. La quatrième composante, gestion des ressources humaines pour une surveillance efficace de la maladie et la préparation aux épidémies. Et la cinquième composante concerne le renforcement des capacités institutionnelles, gestion de projet, coordination et plaidoyer. Alors, comme ma collègue, si je peux le dire ainsi, vient d'évoquer, nous travaillons avec toutes les structures étatiques, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé animale, humaine, au niveau de l'environnement, de l'agriculture. Donc, ce qui se passe, c'est que au travers du ministère de la Santé, par son département qui est le secrétariat général, nous invitons toutes les structures de l'esprit de la mise en œuvre du projet. Et ces structures viennent à un atelier qu'on appelle l'atelier de l'élaboration du plan de travail annuel budgétisé. Et pendant cet atelier, chaque structure exprime les besoins en fonction des objectifs du projet. Et lorsque ces besoins sont exprimés, ensuite, ces structures nous envoient les thèmes de référence ainsi que le budget détaillé et nous nous chargeons en fait de répondre à ces besoins. Et il faut dire aussi que le projet couvre l'ensemble du territoire malien. Voilà. Donc, si vous allez de Caille à Sekasso, tous les hôpitaux notamment ont été renforcés au niveau des aspirateurs, des respirateurs. Et même les laboratoires. Le laboratoire vétérinaire de Caille a été renforcé avec un groupe électrogène. Le laboratoire de l'INSP, qui est l'Institut national de santé publique, a reçu un laboratoire mobile. Et ils ont reçu aussi des intrants pour les labos. Et au niveau comment dirais-je même, du laboratoire, ils ont aussi reçu un Malditov, qui est un grand appareil de séquençage qui permet de faire des diagnostics en temps réel, rapidement. Et aussi, il faut dire aussi que le laboratoire vétérinaire de centrale de vétérinaire, plutôt, de Bamako aussi, a reçu du matériel pour son renforcement. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette précision-là. Juste une petite question.
vos partenaires, Oui. sans exception, tout ce qui est du domaine de la santé humaine et animale? Oui, oui. Tous ceux qui sont dans la santé humaine, animale, il y a aussi l'environnement et l'agriculture aussi qui intervient. Et D'accord. au besoin, nous faisons appel aussi à différents départements. Nous avons même travaillé avec la Direction générale de la protection civile, qui est la DGPC. D'accord. Nous avons aussi travaillé avec DCSSA, qui est la Direction centrale des services services de santé des armées. Voilà. Donc, on travaille aussi avec toutes ces structures. Au besoin, nous faisons appel aux structures pour pouvoir nous appuyer, pour pouvoir nous renforcer. D'accord, on voit que vous avez une large panoplie de partenaires. Exactement. Ça, c'est assez évident. Mais je voudrais savoir, à votre niveau, l'impact du projet à votre niveau, comment elle s'est manifestée? Docteur Maïga? Merci beaucoup. En fait, c'est un défi et par rapport à la logistique quand on est confronté à une pandémie. Et l'impact aujourd'hui, c'est que les produits arrivent au niveau des bénéficiaires. Ça, c'est déjà un impact. Ça facilite la prise en charge. Comme je l'ai dit, ça continue. On est en train d'acheminer les produits jusqu'au niveau des structures centrales. Là, c'est un grand impact parce que souvent, les produits sont disponibles au niveau central, mais ce n'est pas disponible au niveau périphérique, c'est-à-dire les centres de santé primaires. Donc, aujourd'hui, à ce stade, les produits arrivent jusqu'au niveau des bénéficiaires. Et il y a un suivi régulier qui est fait par rapport à l'utilisation de ces produits. Parce qu'un élément important également, la disponibilité, c'est vrai, mais il faut promouvoir aussi l'usage rationnel de ces produits. Donc, dans ce cadre, il y a un suivi régulier par rapport à l'utilisation de ces produits. D'accord, donc Merci. l'impact, elle est concrète au sein des populations. Vous avez un retour des populations par rapport au projet ou bien ils ne se rendent vraiment pas compte? Bon, comme on le dit, on travaille surtout avec les structures étatiques de l'État. Donc, le projet a eu à communiquer dans les copies de presse, au niveau aussi des comités nationaux de pilotage, des passages à la télévision. Certains connaissent le projet, mais pas toute la population. Pas toute la population, voilà. Mais nous sommes en train de travailler à cela, raison pour laquelle nous venons ici aujourd'hui, pour parler de tout ce que le projet a fait, afin que la population soit informée. Parce que c'est normal et la population doit être au courant de tout ce que Redis a fait. Et c'est tout à fait normal. Oui, du coup on se demande comment vous avez fait cette mobilisation-là. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation assez particulière pour la population ou bien non? Ça se limitait surtout entre les échanges que vous aviez avec vos différents partenaires? Oui, ça se limitait d'abord aux échanges qu'on a eu avec les différents partenaires. Mais au-delà de tout, nous avons communiqué via la structure habilitée à communiquer au nom de la santé, qui est le CNEX. Le CNEX a élaboré différents documents qui ont été largement diffusés au niveau de Bamako, au niveau de toutes les régions, qui comportent également le nom et le logo du projet. Voilà, donc je me dis que bon nombre de personnes en fait connaissent ce projet Redis 3. Voilà. D'accord, Voilà. nos populations quand même ont bien bénéficié. Docteur Maïga, aujourd'hui, vous pouvez me donner, au-delà de ce que vous venez déjà de donner, qui est déjà pas mal, hein, sur l'acheminement des intrants, des produits au niveau de toutes les régions du Mali, ça a été beaucoup facilité grâce au projet. Au-delà de ça, quels sont les acquis du projet à votre niveau? Merci beaucoup. Les acquis déjà par rapport à ça, c'est la logistique. Parce que pour rappel, en fait, notre département, je dirais notre direction a été choisie par le ministère pour gérer la logistique par rapport à la COVID-19. Et ça a été une expérience pour nous. Parce qu'on est dans la mise en œuvre de la politique, mais le côté logistique, on n'était pas beaucoup impliqué dedans. Et le fait qu'on a eu cette responsabilité, ça nous a permis vraiment de voir réellement, en cas de pandémie, quelles sont les préparations. Ça c'est un premier volet. Maintenant, au niveau de la population, comme je l'ai dit tantôt, les produits qui ont été mis à la disposition du ministère pour les populations, nous avons les tests Covid. Je pense que vous le savez déjà. Ça a été disponible partout au Mali.
les renforcements ont été faits pour que ça soit décentralisé au niveau des régions, au niveau des districts. Donc ça, déjà, c'est un point important par rapport à l'acquis pour la lutte contre la pandémie. D'accord. Donc c'est un appui vraiment de taille par rapport aux services rendus, surtout jusqu'au niveau périphérique, pour les tests Covid, pour la disponibilité des laboratoires pour le diagnostic. Ça, c'est un point vraiment important en termes d'acquis. D'accord, docteur Maïga. Monsieur Sango, la mise en œuvre du projet, elle a été vraiment étudiée, planifiée pour toute l'étendue du territoire malien. Il y a des objectifs, il y a des missions, évidemment. Et quels sont les acquis par rapport à tout ça? Oui, par rapport aux acquis, il faut dire que la liste est très très longue. La liste est très longue, comme je le disais auparavant, que si on doit énumérer tous les acquis du projet, on finira par faire 2 ou 3 émissions encore supplémentaires. Voilà. Au niveau des régions, je vais un peu rebondir ce que ma collègue a dit. Les laboratoires dans les régions ont été renforcés. Vous voyez, auparavant, les échantillons quittaient du niveau région jusqu'au niveau national. Et non seulement il y avait une difficulté dans l'acheminement des échantillons, et la qualité aussi, parce que la qualité peut être affectée, et d'où le résultat aussi peut prendre un coup. Je parle sous la gouverne de docteur. Voilà, donc le projet a mis en place des qu'on appelle ça, comment je dirais, des systèmes, voilà, des systèmes en fait pour pouvoir renforcer ces laboratoires qui sont dans les différentes régions, à telle enseigne que ces laboratoires ne vont plus acheminer les échantillons au niveau du niveau national pour avoir les résultats. Voilà. Exactement. Donc ça a été décentralisé au niveau des différentes régions. Et, les hôpitaux aussi ont été renforcés avec les respirateurs, les aspirateurs. Vous savez que la Covid, ça affecte beaucoup le système respiratoire. Voilà, donc les hôpitaux ont été beaucoup renforcés. Des kits EPI ont été achetés parce qu'il fallait se protéger avant de rentrer dans des zones contaminées. Voilà. Et je rappelle aussi qu'on a acheté aussi des ambulances, 5 ambulances médicalisées. D'accord. Voilà, qui ont été remises aux structures pour l'acheminement des malades. Donc, beaucoup de choses ont été faites dans les différentes régions. Dans la Sikasso, par exemple, dans toutes les aires de santé, on a 1716 aires de santé, si je ne me trompe pas. 716 aires de santé. 1700. D'accord. 1716. C'est ça? D'accord. 1716 aires de santé. Et chaque aire de santé a reçu une tablette pour remonter les données du niveau périphérique au niveau national. D'accord. Donc, 1716 tablettes ont été achetées pour acheminer les données de la Covid. Donc, vous voyez que le projet a fait beaucoup de choses. D'accord. Et donc, c'est toujours fonctionnel. Oui, ça se passe. C'est une machine qui est installée. C'est une tablette. C'est une tablette. Non, je veux dire que toute cette logistique est mise en place et elle fonctionne très bien. Oui, très bien. Au niveau des stades de santé, très bien. mentionner les informations et les faire remonter. Il faut remonter au niveau national via le logiciel des SHS de Toulouse. Le 10.2, voilà, exactement. D'accord, mais vous avez quand même rencontré des difficultés. Oui. Elles ont été de quel ordre? Merci bien projet. pour cette question qui est vraiment pertinente. Difficulté, c'est surtout un petit sujet à beaucoup de suspensions. Des suspensions de financement. Ouais. Okay. Vous voyez, la Banque mondiale ne finance que lorsque le pays est stable. Ouais. Le montant, vous pouvez nous rappeler le montant? Le montant, c'est 30 millions de dollars. 30 millions de 30 dollars. millions de dollars. Donc 15 millions de dollars dons et 15 millions de dollars crédits. Wow. Voilà. Donc, on avance le sujet à 3-4 suspensions au niveau de la banque qui ont entravé le bon déroulement des activités des structures techniques. Et un autre petit souci, c'est en fait la revue multiple des documents qui nous sont envoyés. Vous voyez, il faut que ça soit parfait. Donc, du coup, quand on envoie les documents, quand ce n'est pas parfait, nous sommes obligés de ramener les documents afin de les peaufiner. Donc, ceci aussi a occasionné des retards dans des financements. Sinon, à part ça, nous n'avons pas rencontré des difficultés vraiment qui ont entravé le bon cheminement et la bonne marche du projet.
Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, c'était juste ces petites contraintes au niveau des... Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites le projet, il était toujours en cours? Oui, il était toujours en cours. Pas. Non, nous n'arrêtons pas. Nous recevons toujours des requêtes. Nous disons au CETU de ne pas s'arrêter, de toujours envoyer les requêtes. Et les requêtes sont, comme je dis, sont révisées et nous les gardons avant l'ordre de reprise en fait, du financement. Voilà, donc, et aussi, nous avons des fonds qui ont été déjà mis à disposition. Donc, nous assurons toujours le suivi des activités sur le terrain. C'est-à-dire que malgré la suspension, nous assurons toujours la continuité de l'activité dont les fonds ont été mis à la disposition des structures techniques. Voilà. D'accord. Il n'y a pas eu d'arrêt, comme proprement dit. D'accord, d'accord. Mais en ce moment, comment vous faites l'évaluation à chaque fois? Ou bien, pour l'instant, il n'y a pas eu d'évaluation? Ah si. À mi-parcours ou à semi-parcours, on pourra dire? Exactement. Il y a eu une évaluation à mi-parcours. Le projet a recruté un consultant qui a allé dans toutes les structures techniques de mise en œuvre du projet, et à Bamako, et dans toutes les régions. Voilà, afin de faire un audit de tout ce qui a été fait sur le terrain et tout ce qui a été acquis aussi sur le terrain. Et donc, même le rapport est sorti et il est disponible. Voilà, donc, dans il en ressort quoi? Si on peut demander, il en ressort quoi? Il en ressort que le projet est performant et les structures techniques ont bien exécuté les fonds qui ont été mis à la disposition. En tout cas, il n'y a pas eu de contraintes majeures ou de reproches majeurs concernant ce travail qui a été abattu sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sango. Je reviens vers vous, Docteur Maïga. Évidemment, vous avez énuméré tous les produits à acheminer à certaines localités. On comprend ici qu'il y a une certaine logistique à pouvoir mettre en place et aussi avoir les hommes qu'il faut pour pouvoir assurer cette logistique-là. Oui. Ça m'amène à vous demander, est-ce que, en tant que bénéficiaire, vous avez aussi eu des difficultés? Merci beaucoup, Madina. Comme vous l'avez dit, ça Fadima. a un coût. Fadima, excusez-moi. Comme vous l'avez dit, ça a un coût. En fait, tout ce qui est acheminement, manutention, jusqu'au lieu de destination finale, ça a un coût. Ça a un coût en termes de ressources humaines, ça a un coût de logistique, les moyens de transport, parce qu'il faut s'assurer que les médicaments, les dispositifs gardent leur intégrité jusqu'à destination finale. Donc ça, c'est des gymnastiques qu'on fait pour pouvoir vraiment répondre à ces différentes questions. Ça, c'est une première difficulté. Maintenant, la seconde difficulté, peut-être, c'est vrai que le projet a beaucoup fait, mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons quand même des retards souvent par rapport à la mise à disposition des fonds, parce que c'est des fonds qui sont alloués et il y a un délai par rapport à la justification. Et souvent, il y a cette difficulté-là quand même. Je pense que le projet est là, c'est une réalité. Certainement qui n'est pas seulement spécifique à mon service. Donc voilà un peu en gros quelques difficultés en tout cas auxquelles on a été confrontés. D'accord. Et vous avez quoi comme prévision pour pouvoir remédier à ça? Oui. Je ne suis pas en train de vous évaluer, je ne vous mets pas la pression. Oui. Mais je pense que le projet aussi, il arrive presque à la fin. Je crois que c'est pour mars 2024. 2024, on a quelques semaines de tout ça. Il court toujours. Vous avez toujours la même difficulté? Pour ça a été beaucoup amélioré, mais comme vous l'avez dit, on a les fonds quand même pour la dernière convention, parce que c'est des conventions également qu'on signe avec le projet. Et par rapport à ça, pour le moment... On peut en savoir plus comment se passent ces conventions et quelques lignes. Elle est confidentielle, évidemment, mais on peut avoir une idée? Oui, une idée, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est les besoins qu'on exprime. Donc, chaque année, le projet révise son plan de travail annuel. Et dans cette révision, on propose les activités en termes d'acquisition, en termes d'activités d'acheminement, de supervision. Et c'est quand ça s'est retenu qu'on fait la convention.
Et c'est dans cette convention qu'on dit, voilà, l'argent, ça doit être utilisé pour ça, voilà, justifié dans tel délai. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous restons dans les termes de cette convention. C'est pour ça que je parle de retard dans la mise à disposition. Parce que dans la convention, c'est le délai est bien défini. Et il faut être dans ce délai-là. Donc, souvent, ça pose un peu de soucis. D'accord. Merci. Monsieur Sango, vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux bénéficiaires Oui, c'est quand même une réalité ce qu'elle dit par rapport à la mise à disposition des fonds. Il faut savoir que l'argent, c'est pas facile à gérer. C'est le nerf de la guerre. Donc, comme elle le dit, ces activités sont traduites en convention. La convention comporte les clauses de contrat, c'est-à-dire entre la DPM et le projet. Il ne faut pas oublier aussi que le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social est signataire. Exactement. Donc, il y a nous qui élaborons d'abord les clauses du contrat et ainsi que les activités qui sont dans la convention. Ensuite, la convention elle va chez vous pour une revue et tout. C'est ça. Ensuite, elle revient chez nous, elle repart au ministère de la Santé. Exactement. Voilà, donc il y a tout un circuit. Et bon, ça peut être des soucis indépendants de notre volonté. Donc, je préfère ne pas évoquer. Ne pas évoquer. Voilà, exactement. Donc, ça peut être indépendant de notre volonté, mais vous voyez que nous sommes beaucoup améliorés et les choses sont beaucoup plus rapides. Et vu qu'on va vers la fin du projet, donc il faut rapidement mettre en œuvre les activités et pour avoir en tout cas un résultat très performant. Voilà. D'accord, un résultat très performant en tout cas. Aussi, on a compris que au Mali, c'est la 3e phase. Oui, 3e phase. Il y a eu la première qui est en cours, je pense, avec la deuxième. La première est finie. La première elle est terminée. Donc les phases sont bouclées ensuite. Exactement. Commence d'autres. Mais à partir de ça, les connaissances, les acquis restent. Oui. Est-ce que vous avez une corrélation avec ces pays qui ont bénéficié des projets? Oui, exactement. Chaque année, il y a des rencontres auxquelles participe le coordinateur et le suivi d'évaluation. Ils choisissent un pays de REDIS, qui bénéficie de REDIS, et ils font des rencontres. Chaque pays fait des présentations. Bon, je suis à tel niveau de réalisation, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et chaque pays présente, et il y a des échanges pour voir les réussites, et ensuite les goulots d'étranglement et les fautes à corriger. Voilà. Donc chaque année, il y a des rencontres comme ça qui permettent en fait d'évaluer le projet REDIS, le projet pays REDIS, et de corriger toutes les imperfections. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que au niveau de votre direction, vous avez, docteur Maïga, vous avez par exemple des difficultés au niveau des populations, voilà, pour leur convaincre, pour leur faire comprendre, par exemple, la nécessité de mettre telle action en place? Est-ce que les populations vous ont facilité la tâche pour dire assez clairement les choses? Un mot. Merci. Je pense qu'au niveau de la population, ça va, parce que c'est pas tout de suite le projet qu'ils voient, parce que le projet appuie le ministère de la Santé. Une chose même, le ministère fait partie du ministère de la Santé. Voilà. Une donc partie en plus. Fait partie. Voilà, donc les populations voient ça en matière d'amélioration de leurs conditions de vie et également de leur santé. Tout à fait. Je pense par rapport à ça, il n'y a pas de difficulté majeure. Peut-être la difficulté, c'était, vous le savez certainement, par la réticence par rapport à la vaccination Covid. Là, la population était réticente, je pense au début, mais avec les sensibilisations et également le fait qu'on a eu à démontrer l'impact de la vaccination dans la prévention. Je pense que les chiffres se sont beaucoup améliorés. D'accord, mais oui. Je voulais ajouter une chose, c'est que dans la perspective, c'est que le projet REDIS est un projet, et le projet d'intervention d'urgence à la COVID-19 est un projet piloté par l'unité de coordination du projet REDIS. Il faut dire que
par rapport à la vaccination, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses continuent d'être faites. Nous avons 68 véhicules qui doivent arriver, 68 véhicules pick-up qui doivent arriver pour la supervision en faveur de la vaccination. Nous avons récemment mis à disposition 411 motos dans toutes les régions, c'est-à-dire notamment Ségou, Sikasso, Koulikoro, Kai, à raison de 100 à 110 motos par région pour en faveur de la vaccination. Et si je me trompe, il y a 2 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson qui ont été mis à disposition, qui sont là. Et voilà, donc le projet est en train, continue encore de faire beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré, il y a eu des failles dans la mise en œuvre quelque part? À part les difficultés, évidemment, ça fait partie des failles, mais est-ce qu'il y a eu des failles avec tout ça? Bon, les failles, je ne dirais pas, mais je dirais plutôt que pendant Covid, vous savez que pendant Covid, les pays ont fermé leurs frontières. Pardon, les pays ont fermé leurs frontières. Donc nous étions vraiment butés au problème d'approvisionnement. Vous comprenez que si on a besoin de masques et que les frontières sont fermées, difficilement on peut s'approvisionner. Voilà, donc on était vraiment buté à ce genre de problème. Mais les failles, je ne dirais pas. Il n'y a vraiment pas eu de failles à ce niveau, mais on était buté à un problème d'approvisionnement. Nous étions obligés de passer par les structures internationales, notamment l'UNICEF et Philips, pour pouvoir en fait acquérir certains appareils ou certains intrants pour répondre à la Covid. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien compris en termes on apprend plus avec le projet notamment. Vous avez sûrement des attentes au niveau de vos bénéficiaires ou bien à l'endroit de la population? Quelles sont les attentes par rapport au projet? Bon, les attentes du projet, c'est surtout la continuité, la pérennisation de tout ce qui a été acquis. Voilà. Nous souhaiterons en fait que tout ce qui a été acquis, soit vraiment bien entretenu, serve uniquement ce pourquoi cela a été acquis. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment très important pour nous. C'est les attentes au niveau des partenaires ou au niveau des populations? Non, au niveau dans l'ensemble. Au niveau des partenaires, okay. Dans l'ensemble. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Et à l'endroit des populations, parce que tout compte fait, ce sont eux qui sont au bout de la chaîne. Oui, bon, il faut qu'ils sachent que Redis a beaucoup travaillé pour eux. Donc, on n'en doute pas vraiment d'attente en tant que tel, mais bon, ils peuvent vraiment s'approprier du projet Redis et savoir que Redis a fait beaucoup de choses pour eux, ça nous fera vraiment plaisir. D'accord. Peut-être que le projet arrive pratiquement vers la fin. Il reste juste quelques mois. La machine, elle tourne apparemment à ce que j'ai compris. Mais ça n'empêche que je peux demander si votre direction a des attentes pour la finalité du projet, Dr Maïga. Oui, merci. J'espère que je ne vais pas me tromper cette fois-ci. C'est bien, Fadima. C'est bien, Fadima. Voilà. Merci, Fadima. Bien sûr qu'on a des attentes et notre souhait, c'est que ça aille au-delà des différentes composantes que vous avez fait ressortir tout à l'heure. Et en termes d'attentes également, on en a beaucoup. Je pense que vous étiez chez nous ce matin par rapport à une réception. Nous avons des difficultés par rapport aux magasins, aux entrepôts de stockage. Donc ça, c'est une grosse attente de la part de la direction de la pharmacie et du médicament pour le stockage des produits que nous recevons. Voilà, les demandes sont nombreuses et souvent on est limité par rapport à l'espace, de stockage surtout. C'est vrai, vous l'avez dit, le projet tend vers sa fin, mais nous, on n'est pas encore... Et notre soif n'est pas encore étanchée et on a toujours des demandes par rapport aux produits de santé en général et surtout pour tout ce qui concerne les conditions de stockage, l'espace de stockage. Donc ça, vraiment, c'est C'est un petit peu la difficulté. Oui. Et comment le projet Redis peut améliorer les attentes Bon, comme on l'a dit auparavant, c'est lors des planifications que ces attentes peuvent être exprimées en besoin.
et les soumettre dans le plan de travail. Et lorsque c'est approuvé, on peut répondre favorablement à cela. Oui, en fait, quand je dis composantes, parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas... Tu sais déjà que ça ne rentre pas dans les composantes du projet. Oui, tout à fait. Donc déjà, tu ne peux pas faire la demande. Nous, ce qu'on cherche peut-être en cas de... Je ne sais pas si c'est prévu que ça soit prolongé et qu'on pense à étendre un peu les composantes pour nous permettre de mettre nos attentes dans les différentes composantes pour que ça soit pris en compte. D'accord. Donc, vous demandez la souplesse des composantes, c'est ça? Oui, la souplesse dans la composante. Okay. Je pense que c'est bien pris en compte déjà là. Ensuite, après, quand vous allez élaborer tout ça, ça va pouvoir avancer. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous avez des recommandations par rapport à tout ce projet à l'heure aujourd'hui? Bon, les recommandations... Non, c'est par rapport aux attentes. On sait bien qu'il y a des attentes et tout, mais vous recommandez peut-être les recommandations doivent être aussi écrites. Oui, je pense que... Oui, je pense que les recommandations déjà elles sont connues parce qu'on a eu la chance de faire une première évaluation. Et pas évaluation en tant que telle, mais les supervisions nous permettent de voir déjà les difficultés au niveau des sites de prise en charge. Et en fonction de ça, nous formulons des recommandations souvent à l'endroit de nos partenaires qui nous appuient. Et ça revient, il y a le renforcement de capacités, il y a l'amélioration des conditions de travail des agents au niveau des labos. Mais franchement, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts du début à maintenant par rapport à ces conditions. Donc, du coup, d'année en année, les recommandations diminuent. D'accord. Merci. Ok. Monsieur Sango, qu'est-ce qu'on doit retenir en gros du projet? Alors, il faut retenir que ce projet est un projet très bénéfique pour la population et continue de l'être parce qu'elle a renforcé les capacités des laboratoires, elle a renforcé la capacité des hôpitaux, elle a formé bon nombre de personnes. Et donc, il faut retenir que le projet REDIS a été vraiment très performant au niveau du Mali. Et je sais que vous verrez les résultats d'ici là parce que nous serons sujets à une évaluation de clôture et qui sera publiée. Et tout le monde aura accès à ce rapport. Donc, vous verrez dans ce rapport que beaucoup de choses ont été faites et on a vraiment travaillé pour le Mali. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin. Donc, mes invités, chers invités, je vais vous donner le mot de la fin pour clôturer ce débat. D'accord, on va commencer par la dame. Docteur Maïga, honneur aux dames. D'accord, merci Fadima, merci pour l'honneur. Moi, je voulais juste quand même ici profiter du plateau, en tout cas pour remercier le ministère de la Santé et du Développement social qui a fait confiance à la direction de la pharmacie et du médicament par rapport à la gestion logistique. Et aussi pour tous les efforts que le ministère fait pour pouvoir rendre disponibles les produits de santé, et notamment les médicaments essentiels et les autres produits de santé dans la lutte contre les maladies. Je ne l'ai pas dit, je n'ai pas fait la spécificité entre les deux projets Covid et puis REDIS, parce qu'en fait, la population ne voit pas ça. La population voit le service le service qui est fait. Donc, vraiment, c'est de remercier le ministère par rapport à tous ces efforts. Et aussi, enfin, remercier le projet REDIS 3. Comme il l'a dit, on attend le rapport de l'évaluation. Mais d'ici là, quand même, il faut reconnaître que les résultats sont vraiment palpables au niveau des structures de santé. Donc, c'est vraiment le souhait, c'est que le projet puisse continuer, en tout cas, parce que c'est vraiment, ça a eu un impact, surtout dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Et à partir de ça, on a pu bénéficier des renforcements en termes de ressources humaines et aussi en termes de matériel qui vont rester. Et le renforcement des ressources humaines, ça reste. Parce que nous, on a bénéficié d'une formation, d'un master pour l'approvisionnement
en produits de santé et logistique de santé. Ça, c'est des compétences qui restent, même si le projet part. Donc, vraiment, mon mot de fin, c'est une continuité dans les actions pour nous permettre vraiment de mener à bien notre mission, qui est de rendre les produits de santé et aussi de garantir leur qualité. Merci. Merci, Dr Maïga. Monsieur Sango, oui. Votre mot de la fin. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le ministère de la Santé et du Développement social qui nous donne la possibilité de s'exprimer sur ce plateau. Merci aussi à Mandé TV pour l'invitation. Je voudrais adresser un remerciement spécial à tous ces partenaires qui œuvrent nuit et jour pour la mise en œuvre des activités du projet. Voilà. Donc, je voudrais vous rassurer qu'il se peut que le Mali ait postulé pour un projet qui va continuer après Redis, qui va en fait pérenniser ce que Redis à tout ce que Redis a fait sur le terrain. Voilà. Donc, je vous souhaite encore bon courage à toutes les structures de mise en œuvre et c'est pas encore fini. Le projet n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup d'activités qui sont dans le plan de travail de budgétisé qui ont besoin d'être mis en œuvre. Donc, c'est l'occasion pour moi de les galvaniser en fait pour pouvoir en fait réaliser tout ce qu'on a inscrit dans le PTBA. Merci. D'accord, merci beaucoup, merci à vous. On a très bien compris que le projet Redis, on aimerait que ça soit pérenne ici pour le Mali. Nos structures en ont bénéficié, les populations maliennes en ont bénéficié beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes à la fin de notre plateau qui a pour thème Redis 3, acquis, difficultés et attentes au Mali. Nos invités sont Dr Aïchatou Cheï Maïga. Elle est chef de division assurance qualité et économie du médicament à la direction de la pharmacie et du médicament du Mali. Docteur Maïga, merci d'avoir accepté l'invitation et vraiment merci beaucoup. Merci à vous. Deuxième invité, Monsieur Emmanuel Sango, chargé de communication du projet Redis. Monsieur Sango, merci. Merci. On se dit à la prochaine. Merci, à bientôt. À bientôt sûrement. Téléspectateurs de Mandé TV, restez toujours connectés sur nos ondes. Allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et j'en profite pour saluer la technique qui a assuré ce tournage. On se dit à la prochaine.